Pilotage achat, mesure de la performance, les 6 niveaux de maturité. Quand une société monte en maturité achat, une des premières questions qui se pose est la mesure de la performance de son service achat. Et pour ce faire, la mise en place d'indicateurs est indispensable. Dans cette vidéo, je vous présenterai les 6 niveaux de maturité que j'ai définis qui permettent de vous situer où vous en êtes dans la mise en place de vos indicateurs pour mesurer la performance de votre service achat. Je vous présente tout ça tout de suite après le générique. Niveau 1. Dans ce premier niveau, aucune mesure de la performance existe. Ça peut paraître surprenant, mais ce niveau, je pense qu'il existe effectivement dans toutes les sociétés qui émergent, toutes les startups qui commencent à se structurer, toutes les sociétés qui commencent à grossir. C'est vraiment une première étape indispensable. Et avoir des acheteurs professionnels, c'est déjà quelque chose. Ce n'est pas le niveau 0, c'est déjà beaucoup. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir construire et commencer à gagner en maturité. Au début, à ce niveau, vous serez plus tourné vers l'immédiateté, l'approvisionnement, plus tourné vers la supply chain et moins vers les achats. De temps en temps, lorsqu'il y aura un gros enjeu, là vous serez amené à négocier très ponctuellement. C'est un bon début, mais il est urgent de passer au niveau suivant. Niveau 2. Une automesure faite par l'ensemble des acheteurs. Bien souvent, au niveau 2, c'est-à-dire au niveau de l'automesure, chaque acheteur, à l'issue d'une négociation, va faire un point sur sa négociation elle-même. Ce point sera essentiellement tourné vers les gains financiers. La plupart du temps, c'est une simple soustraction entre un prix de départ et un prix finalement négocié et contractualisé. Le gain sera cette différence. Très clairement, par rapport au niveau 1, c'est une forte évolution, puisque maintenant, on est capable de montrer l'utilité d'un travail de négociation. Et il sera factuellement sur une fiche qui aura été établie. Est-ce que ce gain est un gain financier ? Clairement non. C'est juste le résultat d'une négociation, mesurée par un acheteur avec sa méthodologie propre. Les résultats que l'on obtiendra ne seront pas transposables d'un acheteur à l'autre. On pourra juste tirer de cet indicateur qu'un acheteur en particulier a effectué un travail et a obtenu un résultat. À ce niveau de maturité, le calcul des gains est très soumis au biais de chacun. En effet, comment calcule-t-on les gains ? Avec quelle méthodologie ? Sur quelle durée doit-on prendre en compte ces gains ? Tout cela, c'est des questions qui n'ont pas été formalisées et auxquelles aucune réponse n'a été apportée. Et il est également très facile d'afficher de bons résultats en partant délibérément de l'offre la plus chère comme référence. Niveau 3. Les règles de mesure des gains sont établies. Pour éliminer les biais, la première chose que le manager achat va mettre en place, c'est la définition du point de départ de référence de toute négociation. La définition de ce prix de référence supprimera tous les biais méthodologiques de chacun des acheteurs. Par exemple, pour un produit qui a déjà été acheté, le prix de référence sera celui de la dernière commande. Et pour un produit qui n'a jamais été acheté, le prix de référence pourra être la moyenne des offres reçues. Et le calcul de cette moyenne peut être plus ou moins complexifié en fonction des choix de chacun.
Par exemple, on pourra supprimer la meilleure et la plus mauvaise des offres. Il n'y a rien de parfait à tout cela. Ce ne sont que des règles arbitraires. Mais elles ont le mérite d'exister et elles vont supprimer tous les biais individuels en appliquant une règle identique à chacun. À ce niveau de maturité, on va donc pouvoir commencer à comparer les performances de chacun des acheteurs ou de chacun des services achats ou de chacune des sous-organisations achats d'une manière plus générale. Cette comparaison ne doit par contre pas se faire de manière brutale et non réfléchie. Car d'un secteur à l'autre, les pratiques achats, les pratiques de montant remisé sont très différents. Par contre, la comparaison pour deux acheteurs qui font exactement le même métier sera pertinente. Il faut avoir également conscience que tous les biais ne sont jamais totalement évités. Ils existent toujours et certains comportements peuvent continuer à biaiser le résultat. En effet, il suffit de plus ou moins directement faire comprendre à son vendeur que nous souhaitons avoir dans un premier temps une offre élevée pour pouvoir appliquer ou faire apparaître une forte réduction de prix. Dans bien des cas, cet accord tacite entre l'acheteur et le vendeur sera réalisé et le prix initial sera bien plus élevé. La remise affichée sera également plus élevée en pratiquant de la sorte. Et pourtant, le prix final sera exactement le même que s'il n'y avait pas eu cet accord tacite. C'est juste un comportement biaisé qui permet d'afficher sur le papier de meilleurs résultats. Et ce comportement visant à faire plaisir à l'acheteur est plus ou moins pratiqué. Ça ressemble à une sorte d'évolution des commerciaux, une évolution darwinienne de leur comportement qui vise à faire plaisir à leurs acheteurs et qui au final participe à leur survie, c'est-à-dire à leur choix. C'est pour cela qu'il faut toujours relativiser les résultats affichés par des indicateurs et être capable d'aller un peu plus loin que les chiffres qui en ressortent. Aller plus loin, c'est comprendre le fonctionnement des négociations majeures qui ont impacté fortement le résultat, avoir discuté avec les acheteurs pour comprendre leurs résultats et comprendre comment ils fonctionnent. Niveau 4. Toutes les typologies de gains sont prises en compte. À ce niveau de maturité, le management réalise qu'il n'y a pas que les gains financiers qui comptent. Il va chercher à valoriser les autres sources de gains. Je vais vous en citer quelques-uns, mais bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Et les règles qui s'appliquent à chacun peuvent bien sûr être adaptées selon vos souhaits. Le premier, les gains sur le cash flow. Oui, effectivement, il y a plusieurs moyens de gagner sur le cash flow. On peut par exemple choisir un incoterm qui rapprochera la livraison de chez nous avec un DDP par exemple et non pas un Ex-Works. On peut également jouer sur les délais de paiement. Je suis désolé de faire une interruption, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, et si vous me suivez déjà, vous savez très bien qu'il ne faut jamais utiliser le terme incoterm au singulier. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous mets le lien de la vidéo. On pourra donc prendre en compte ces gains en prenant une formule qui ressemblera au calcul d'un taux d'intérêt, en fonction du nombre de jours gagnés et de la somme qui a été payée plus tard. Un autre cas très intéressant, c'est les achats évités. Effectivement, il n'y a pas de meilleur gain que d'éviter un achat, puisque 100% de la somme n'est pas dépensée. Prenons un exemple concret pour mieux y voir clair. Un achat qui est évité suite à la renégociation du périmètre de service d'une autre prestation et qui évite l'achat d'une prestation supplémentaire. Tout simplement, en faisant cela, le prix de la première prestation n'aura pas augmenté, on aura juste augmenté son périmètre, mais surtout, on évitera l'achat d'une autre prestation. Ceci n'est qu'un exemple, et il peut y en avoir bien d'autres. Comme par exemple, la négociation d'une année supplémentaire de garantie, qui évitera de passer une commande d'une année de maintenance. La récupération des coûts de non-qualité en est un autre exemple.
Bien souvent, ce n'est pas la priorité des acheteurs. Et pourtant, lorsqu'il y a un taux de déchets ou d'articles en dysfonctionnement de 3, 4, 5%, récupérer la valeur de ces 5% d'achat représente autant, la plupart du temps, qu'une négociation. Et donc, les sommes à récupérer sont loin d'être négligeables. Les valoriser n'est absolument pas idiot. C'est donc pour cela que je vous invite à le faire. Les incoterms, encore une fois, ont un impact, pas uniquement sur le cash. Ils vont avoir un impact sur les assurances, ils vont avoir un impact sur le transport et leurs coûts associés. Et tout cela finit par représenter des sommes non négligeables. Donc, la négociation des incoterms a effectivement un impact direct et indirect en termes financiers. Et bien sûr, il ne faut pas vous limiter à une liste fermée. Tout ce qui peut avoir un impact financier de manière indirecte, si vous êtes capable de faire ce calcul, doit être pris en compte. Niveau 5. Indicateur de gain financier certifiable. En fait, il arrivera un moment ou à un certain niveau de maturité, vous comprendrez que tous les gains ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas équivalents. Alors, je ne dis pas qu'ils sont plus mauvais ou moins bons, mais ils ne sont pas de même nature. Vous comprenez aisément que tous les gains financiers que vous faites ne vont pas nécessairement avoir un impact sur le compte de résultat. Et n'en sont pourtant pas moins intéressants. Prenons un exemple simple et clair pour que vous fassiez bien la différence entre un gain qui va avoir un impact sur le compte de résultat et un gain qui n'en aura pas, mais qui sera pourtant très intéressant pour la société. Prenons le cas d'une négociation en avant-vente. Le marché n'existant pas, aucun gain financier ne pourra être prouvé. Alors à quoi va servir la négociation ? Elle va servir à baisser les coûts d'achat. Ces coûts d'achat vont servir à baisser les prix de vente de vos articles. Et la baisse de ces prix de vente va vous servir à gagner des parts de marché ou gagner un contrat. Donc, le résultat ne sera pas directement visible en termes de gains financiers puisqu'il n'y aura pas de référence, vous serez dans quelque chose de complètement nouveau. En revanche, ces gains en seront majeurs puisqu'ils permettront à la société de faire de nouvelles affaires. Il est donc particulièrement intéressant de pouvoir séparer les gains en deux. D'une part, les gains financiers qui auront un impact réel sur le compte de résultat et les gains de performance qui, eux, n'auront pas d'impact prouvé sur le compte de résultat. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt à cela ? L'intérêt à cela est de pouvoir démontrer, soit à d'autres organisations internes, soit à ses propres chefs, les gains qui ne peuvent absolument pas être mis en cause. Ils n'ont aucune part de subjectivité, ils n'ont pas de biais, ils sont directement mesurés par le compte de résultat. Et pour ce faire, vous pouvez vous aider d'un gestionnaire ou de la finance de votre société. Dans l'autre, vous y mettrez tous les gains sur lesquels vous n'avez pas pu obtenir de certification financière. Ils ne seront pas nuls. Et on saura dans bien des cas, on a pu gagner cette affaire parce qu'on est arrivé à ce niveau de prix. Tout le monde le saura et on saura le faire valoir au coup par coup. Mais c'est beaucoup plus difficile de le faire savoir en masse. Lorsque vous aurez atteint ce niveau de maturité, vos indicateurs auront gagné en crédibilité et votre direction des achats en gagnera énormément de la crédibilité. Niveau 6. La priorité est mise à la performance achat et non au gain financier. Voilà un niveau de maturité que j'ai théorisé, mais qu'en fait, je n'ai jamais vu appliquer nulle part. Ça m'a toujours choqué de décrédibiliser ou de faire passer comme de moindre importance les gains de performance achat qui ne peuvent pas être complètement mesurés. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la réponse tient en un mot,
l'anticipation. Dans l'absolu, un acheteur qui ferait très bien son travail, de manière exceptionnelle, pourrait anticiper toutes les négociations. Et il n'y aurait plus de négociations a posteriori. Les négociations seraient faites avant même que les produits soient vendus à vos propres clients, bien sûr. Et donc, il n'y aurait aucune référence pour montrer des gains financiers. Tout serait réalisé en amont. Cette anticipation a bien des avantages. Ça permet à la société d'y voir clair, de savoir où elle va avec certitude. Et c'est pour cela que je considère que c'est encore un niveau de maturité supérieur. Et lorsque vous êtes à ce niveau de maturité, les négociations qui amènent des gains financiers sont considérées comme des négociations qui arrivent trop tard et qui auraient dû être menées plus tôt. Durant ma carrière, en tant qu'acheteur et responsable achat, j'ai vraiment vécu l'évolution du niveau 1 au niveau 4. Pour le niveau 5, c'est moi qui l'ai mis en place. Et, en tant que consultant, je l'ai proposé à mes clients. En revanche, le niveau 6, je ne l'ai jamais vu mis en place. Et vous, quel est votre niveau de maturité ? Dites-moi plus en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner et surtout le pouce bleu qui aide énormément cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.